on retrouve le schéma que j'ai complexifié encore. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à un événement traumatique ? Donc déjà, un événement traumatique, il faut savoir que c'est un événement qui arrive devant nous, qui est impensable, en fait. Il est impensable tant par sa brutalité que par son agression, que par la situation dans laquelle ça nous met, où on n'a aucune possibilité d'action pour résoudre en fait cet événement traumatique. C'est ce que disait tout à l'heure Robin. En fait, on se retrouve dans l'impossibilité, un peu comme si on n'avait pas d'issue de secours pour échapper de ce moment-là. Donc ça, c'est un événement traumatique. Le schéma d'activation, c'est le même. On a les sensations, ça va au tronc cérébral, ça va au thalamus, ça va à l'amygdale cérébrale qui dit « oulala, j'ai peur », qui envoie de l'adrénaline et du cortisol. Et puis, ça va essayer de remonter jusqu'au néocortex pour prendre une décision, pour partir de cet événement traumatique, pour s'en libérer. Sauf qu'en fait, je vous l'ai dit, impossible. Voie sans issue, pas d'issue de secours. Pas d'issue de secours, et en plus, l'hippocampe, il n'a aucune base de référence. Il a beau chercher dans ses archives, il n'a jamais vécu un truc pareil, et en fait, il ne peut pas donner l'information au cortex préfrontal, donc au décideur, de qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Aucune base, on ne peut pas s'en sortir. Sauf que si on ne peut pas s'en sortir, et si on ne peut pas prendre d'action, ça veut dire que le cortex préfrontal, il ne peut pas venir inhiber l'amygdale cérébrale. Il ne peut pas venir dire à l'amygdale cérébrale « Stop, arrête l'adrénaline, arrête le cortisol, c'est bon, on est en sécurité ». Parce qu'en fait, il n'y a pas de sécurité possible. On ne peut pas la trouver à ce moment-là. Sauf que l'adrénaline et le cortisol, donc sécrétés par l'amygdale, il faut savoir qu'à haute dose, c'est des structures qui sont toxiques pour l'organisme. L'adrénaline, le risque, c'est l'infarctus. Le cortisol, elle est neurotoxique à haute dose. Donc le risque, c'est de faire griller notre système nerveux central. Donc face à tout ça, et ben en fait, le retour sensoriel est toujours de là ton cœur bat très très vite, tellement vite, et il ne s'arrête pas que, en fait, si tu ne l'arrêtes pas, tu risques de mourir d'un infarctus. Ou là, ton système nerveux est tellement pollué par cortisol que si tu n'arrêtes pas cette sécrétion de cortisol, en fait, le système nerveux va griller. Et du coup, pour nous protéger, c'est la fenêtre du bas. Il va y avoir une disjonction. Je vous ai dit tout à l'heure, le tronc cérébral, c'est le compteur de maison. Et bien en fait, on va faire sauter le plomb de l'amygdale cérébrale. On va couper les émotions. Et pour couper les émotions, en fait, c'est le thalamus, donc plus précisément, c'est l'hypophyse, qui est juste à côté du thalamus, qui va sécréter des endorphines, qui sont les hormones de bien-être, qui va sécréter des substances agonistes à des drogues dures. À des drogues dures, des substances agonistes à la kétamine et à la morphine, qui va venir sur ces récepteurs-là pour disjoncter le plomb de l'amygdale, disjoncter le plomb des émotions. Donc, vous vous souvenez, on est au niveau du néocortex, qui lui n'a plus aucune possibilité d'action. Il est là, je ne sais pas quoi faire. Sauf que, vu qu'il n'a plus de possibilité d'action, c'est ce qu'on va appeler la sidération. Il va sidérer. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi dans cette partie-là qu'on peut crier, qu'on peut parler, qu'on peut bouger volontairement. Donc en fait, le cerveau et tout le corps, plus rien ne bouge. On va être complètement figé, paralysé, parce qu'on n'a plus ces fonctions d'action possibles. C'est le premier mécanisme qu'on observe dans les psychotraumas. On en entend souvent parler, on entend souvent la phrase « oui, mais elle n'a pas crié ». Bah ouais, mais en fait son cerveau il a tellement sidéré qu'elle ne peut plus rien dire. Oui, mais elle n'a pas bougé, elle ne s'est pas enfuie. Bah oui, mais en fait son cerveau n'est pas en capacité de bouger. Il sidère. Cet argument-là, il n'est pas valable. C'est pour ça que je vais vous expliquer la neurologie aussi, parce que j'ai plein de patients qui arrivent en me disant « mais j'ai rien fait ». Mais j'ai rien fait parce que le cerveau n'est pas en capacité d'agir. C'est pas de leur faute, c'est la biologie. Donc ça, c'est le premier mécanisme du psychotrauma, et le deuxième, c'est la disjonction dont je vous parlais, avec la sécrétion d'endodrogues, comme ça je les ai appelés, et d'endorphines. Et en fait, ça, c'est les deux mécanismes qu'on retrouve. Dans la disjonction, on a souvent, dans mes patients qui me disent « j'ai l'impression que c'était comme un film. J'étais complètement coupée de mes émotions et la scène passait devant moi. J'étais plus là, en fait. » Et bien, c'est ce qui se passe dans la disjonction. On n'est plus là. Il n'y a que notre corps qui, lui, retrouve un état cardiaque plutôt assez rassurant pour pas qu'on meure, en fait. Mais, en fait, on est comme un pantin, sans aucune émotion.
On est rentré dans le vif du sujet là. C'est ce que je vous disais, la sidération et la disjonction font que, je vous ai dit tout à l'heure, le souvenir il s'intègre, il retourne à l'hippocampe en disant bon bah voilà, il s'est passé ça. Sauf que là, vu que tout a disjoncté, que ce soit les émotions et que le cerveau a sidéré, et bien en fait, dans le dossier de cet événement, ça ne va pas pouvoir se former au niveau de l'hippocampe. Ça ne va pas pouvoir rentrer dans la mémoire autobiographique. Ça va rester un peu une mémoire latente, comme un peu une bombe prête à exploser à chaque moment. Imaginez que c'est comme si on avait des fragments d'un puzzle, 2-3 pièces comme ça, qu'on a jeté dans l'armoire automatique des sensations, et puis, ben voilà, c'est là. Et en fait, il suffit juste qu'on ait une sensation qui ressemble à une des pièces du puzzle de l'événement, et en fait, la mémoire automatique perceptive, elle va nous renvoyer tous les flashs qu'on va juste avoir gardés de cet événement-là. Ça va, c'est clair ça? Ouais. Et c'est là qu'on a des reviviscences traumatiques. En fait, les reviviscences traumatiques, c'est ça. L'événement traumatique, il va être comme des fragments, et puis on a une sensation qui va nous rappeler une pièce du puzzle, le tiroir s'ouvre automatiquement, et paf, on a le souvenir, enfin les fragments de souvenirs qui nous reviennent à la tête. C'est la différence entre la mémoire normale et la mémoire traumatique. Dans un souvenir d'une mémoire normale, autobiographique, quand je vous évoque un souvenir, je sais que c'est le mien. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma rentrée au lycée, par exemple, je peux vous raconter ma rentrée au lycée. C'est à moi, ça m'appartient. Et puis quand je l'évoque, je me souviens que ma rentrée au lycée, c'est quand j'avais 14 ans. Je sais que c'est dans tel lycée, à tel âge. Il y a des repères chronologiques. Et puis je sais que c'est dans le passé, surtout. Parce que je ne suis plus au lycée depuis longtemps. Et puis, quand je vais y repenser, je ne vais pas y penser avec la même appréhension que ce jour-là. En fait, je vais y penser, je vais me souvenir que j'avais de l'appréhension, mais je ne vais pas avoir la même intensité émotionnelle que ce jour-là. Je vais savoir que mes émotions, c'est les émotions d'avant. C'est la différence avec la mémoire traumatique. Dans la mémoire traumatique, le souvenir, il est dysfonctionnel. Je vous ai dit, c'est une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Et en fait, quand ça explose, c'est ça la différence entre une reviviscence traumatique et un souvenir, c'est quand ça explose, et ben toutes ces notions-là, elles sont altérées. On n'a pas forcément conscience que c'est à nous, on va dire, j'ai l'impression qu'on m'a raconté ça, ou ça peut pas être vrai, ou il y a ce genre de discours qu'on entend. On entend aussi ce truc de je ne sais pas quand ça s'est passé, parce qu'en fait, quand on est en train de revivre le souvenir traumatique, c'est comme si on était en train de le vivre là, maintenant, tout de suite. Il n'y a plus du tout cette notion du temps. En fait, on va être comme téléporté. Si c'était il y a 10 ans, on va être téléporté comme il y a 10 ans. Comme il y a 10 ans, on va vivre la même intensité émotionnelle et on ne va pas pouvoir se dire qu'on est 10 ans après. Non, on est dans le souvenir traumatique parce qu'il est non intégré et il reste bloqué dans cette mémoire traumatique. C'est un truc que j'ai compris quand je me suis formé à l'IFS, c'est que les mémoires traumatiques, c'est comme si c'était des fragments de nous qui sont figés au moment du trauma, des parties de nous qui ont arrêté de grandir et qui sont restées bloquées au moment de l'événement. Et du coup, tout à l'heure, Claire, tu disais que les souvenirs sont stockés un peu comme des puzzles, un peu dans l'armoire, etc., qu'il y a un élément qui ressemble à un fragment du souvenir. Par exemple, je sais pas moi, si quand j'étais petit, j'ai été frappé et du coup on m'a jeté sur un canapé rouge. Peut-être qu'en fait, quand j'arrive dans une nouvelle pièce et que je vois un canapé rouge même 20 ans plus tard, ça va me replonger dans un souvenir d'il y a 20 ans et en fait je vais me retrouver à être de nouveau ce petit garçon de 8 ans qui a peur parce qu'on va le frapper près d'un canapé rouge. Et en fait, le souvenir, il est figé comme un iceberg, etc. Il ne bouge plus. Et en fait, voilà, c'est comme s'il y avait des fragments de mémoire comme ça qui n'étaient pas intégrés à la mémoire autobiographique, qui étaient figés et isolés du reste de la mémoire, en fait. Et donc la problématique du traumatisme, du psychotraumatisme, c'est que ça va avoir un effet dérégulateur. Tout à l'heure, je vous expliquais que le système nerveux autonome, c'est un truc qui réagit à l'environnement pour s'adapter au contexte, pour fuir quand il y a un danger ou attaquer, etc. Le problème du traumatisme, c'est qu'en fait, ça va perturber ce mécanisme normal. C'est-à-dire que, en situation normale, c'est normal de fuir s'il y a un danger, c'est normal de se détendre si on est en sécurité. Et quand ce mécanisme il est altéré, en
fait, c'est l'amygdale, le détecteur de fumée, en fait, c'est comme s'il était, ouais, il était pas réglé comme il faut. En fait, il va être soit hypersensible ou hyposensible. C'est-à-dire que, soit, du coup, il va dire alerte, alerte s'il y a un danger, alors qu'il n'y a pas de danger vraiment. Par exemple, je vais avoir peur parce que j'ai vu une peluche, et dans ma tête, moi, la peluche, ça ressemble trop à un vrai lapin, et du coup, vu que j'ai peur de lapin, bah, du coup, je vais commencer à me sentir en danger. Et parfois, en fait, au contraire, je vais pas réagir, parce que je vais être inhibé alors que je devrais réagir. Et du coup, ça va me rendre beaucoup plus passif, beaucoup plus ralenti, alors qu'il faudrait réagir. Et donc, la problématique de ça, c'est que quand on a un système d'alarme qui est déréglé, ça va générer parfois beaucoup plus de signaux de détresse qu'une personne non traumatisée, et du coup, quand il y a beaucoup de fausses alertes, en fait, parfois on va prendre l'habitude d'ignorer les alertes, d'ignorer les signaux de danger, les signaux de détresse. Et le problème de ça, quand on prend l'habitude d'ignorer ces émotions, de ne pas en tenir compte, de faire comme si c'était rien, etc., et ben ça fait qu'on va plus forcément savoir repérer ce qui est sécurisant, ce qui est dangereux, etc. C'est ce qui fait que peut-être parfois, justement, on va rester dans des situations nocives ou pas bonnes pour nous, ou au contraire qu'on va avoir du mal à accepter les gens qui sont bons pour nous, ou à accepter de recevoir des choses positives. Parce que justement, il y a une perturbation de la perception de l'environnement et de ce qui est sécurisant ou dangereux. Un des mécanismes que je trouve assez emblématique de cette dérégulation, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'impuissance acquise. Le syndrome de l'impuissance acquise, c'est un truc qui a été découvert quand on a fait une expérience sur des chiens à l'époque, dans les années, enfin aux États-Unis. On a mis des chiens dans une cage et on fermait la cage à clé et on a soumis la cage à des chocs électriques pour voir comment le chien allait se comporter. En gros, on a conditionné le chien à expérimenter de la douleur. Et au début, évidemment, le chien, il cherchait à sortir de la cage, mais c'était fermé à clé, donc il pouvait pas sortir. Et donc, à force de répéter ces chocs électriques et de conditionner le chien à expérimenter qu'il y a une douleur et qu'il peut pas y échapper et que c'est comme ça, et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on met les chiens dans des cages qui sont ouvertes. Ils peuvent sortir s'ils veulent. Et on active le choc électrique de la cage. La porte est grande ouverte, le chien, il bouge pas. Parce que le chien, il a été conditionné à croire qu'il ne pouvait pas échapper à la douleur et qu'il ne pouvait que subir. Et du coup, le chien, il va rester dans un coin, dans ses excréments, à gémir, sans chercher à sortir de la cage, alors qu'il serait libre de sortir s'il voulait. Et en fait, ce qui est vrai pour les chiens est vrai pour tous les mammifères qui ont un système nerveux central, nous y compris. Quand un enfant il grandit dans un environnement qui est violent ou abusif, et qu'il a le sentiment que en fait c'est comme ça, qu'il peut pas y échapper et qu'il doit faire avec, et ben en fait, il va il va intérioriser le sentiment qu'en fait il peut pas échapper à ça et que c'est comme ça. Et du coup, il va plus chercher à fuir, il va plus chercher à échapper à cette situation. Et même plus, il va intégrer cette violence comme étant comme étant un repère pour lui. Parfois, les adolescents qui ont grandi dans la violence, enfin les enfants qui ont grandi dans la violence, quand ils sont devenus adolescents, en fait, paradoxalement, ils seront beaucoup plus à l'aise avec la violence qu'avec l'amour, parfois. Parce que justement, la violence, c'est un repère. Ils connaissent, ils savent ce que c'est. Gérer les rapports de force, vu qu'ils se battent avec leur père depuis qu'ils sont petits, en fait, ils savent faire. Alors que gérer de l'intimité émotionnelle, gérer de la tendresse, ça va beaucoup plus leur faire peur. Parce que justement, ils n'ont pas été habitués à gérer ça, en fait. Et donc, de façon un peu tragique, quand on acquiert des repères dysfonctionnels comme ça quand on est jeune, eh ben ça va parfois avoir un impact dans sa vie adulte, etc. Parce qu'en fait, on a été conditionné à croire que c'est ça les relations humaines, c'est les relations violentes. Et du coup, on va parfois avoir l'impression que les gens nous aiment parce que justement, ils acceptent notre violence, etc. Ce qui va générer des relations, potentiellement, on va recréer des situations de violence parce que c'est ce qu'on a appris, et donc c'est ce qu'on reproduit mécaniquement. Donc la dérégulation du système nerveux autonome, ça va générer des types de comportements qu'on peut repérer en clinique. Et du coup, il y a deux grands types de dysfonctionnement, de comportements dysfonctionnels. Ça va être soit des gens qui ont tendance à sortir de la fenêtre par le haut, qui vont avoir tendance à être beaucoup dans le sympathique. Donc en gros, c'est des gens qui sont souvent, ils réfléchissent beaucoup, ils ruminent beaucoup, ils sont dans une forme de tachypsychie, donc ils réfléchissent plus vite. C'est des gens qui vont avoir du mal à se poser, qui vont avoir du mal à se détendre, qui vont avoir du mal à se sentir en sécurité. C'est comme si, en fait, ils étaient tout le temps en train de courir, tout le temps en train de chercher à agir, parce que s'ils s'arrêtent, ils vont mourir. Ils ont l'impression que s'ils s'arrêtent, ils meurent. Moi, j'avais une patiente comme ça, qui était beaucoup dans le sympathique, régulièrement. Elle ne s'arrêtait jamais de bosser, elle était en arrêt de travail, mais elle continuait à bosser chez elle. Et en fait, elle a un jardin qui a plus d'1 hectare, et un jour, elle m'a raconté qu'elle a passé tout son week-end à arracher les brins d'herbe à la main, dans son jardin, parce qu'elle préférait avoir un truc à faire, plutôt que de rester immobile et de se détendre ou de s'apaiser. Parce qu'en fait, elle ne peut pas s'apaiser. Elle a besoin d'agir en permanence. Parce que sinon, elle a le sentiment qu'elle va mourir. Il faut agir. Elle est tout le temps dans le sympathique. Sentiment d'urgence perpétuel, quoi.
À l'inverse, il y a des gens qui vont être plutôt dans une sorte d'hypoactivation. Ils vont être dans une activation dysfonctionnelle du parasympathique. C'est des gens qui vont être beaucoup plus apathiques, beaucoup plus mous, qui vont justement avoir tendance à beaucoup dormir. On appelle ça de la clinophilie, quand on dort parfois 10, 15 heures par jour, etc. C'est des gens qui vont être comme s'ils étaient indifférents à tout, comme si on pouvait pas les affecter parce qu'en fait, ils s'en foutent. Ils ont pas accès aux émotions, ils sont coupés de leurs émotions, en fait. Donc, quoi qu'il se passe, et ben en fait ça change pas grand chose, il y a un truc un peu un peu apathique quoi. Donc voilà, ça c'est des patterns de comportement qu'on peut repérer en clinique qui sont liés à des conséquences de trauma en fait, des traumas qui sont pas traités. Et il y a tout un tas d'autres conséquences liées au psychotrauma. Oui, tout à l'heure je vous disais que c'était un problème de santé publique parce que au-delà de la souffrance que l'événement traumatique génère, on a aussi beaucoup d'études qui ont été réalisées sur l'impact de ces psychotraumas chez les personnes. Et en fait, on voit que les impacts sont multiples, tant sur le plan physique, où notamment chez les enfants, on va remarquer des problèmes de croissance. Il va aussi y avoir des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, des maladies urogénitales, des maladies endocrinologiques. Donc ça, c'est sur le plan physique à long terme. Et il y a aussi des conséquences psychologiques, évidemment. Je vous laisse juste troubles du stress post-traumatique, 100% des cas chez les victimes enfants, 80% chez les victimes adultes. Donc les pourcentages sont juste énormes. On va voir aussi qu'il peut y avoir d'autres pathologies psychiques qui s'entraînent. Il peut y avoir des troubles des conduites alimentaires, des troubles anxieux, des troubles de la personnalité, des addictions, des troubles de la sexualité. Tout ça, ça va se retrouver dans la clinique. Juste, je vais m'arrêter 2 secondes sur les addictions. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour disjoncter le cerveau, le corps sécrétait des substances agonistes à des drogues dures, morphine, kétamine. Et donc, du coup, dans les addictions, c'est généralement ce que les victimes vont venir chercher. Ils vont venir chercher une disjonction externe du bazar interne, en gros. Voilà. Je peux dire un truc ? Vas-y. Tout à l'heure, justement, on explique, par rapport à ce que tu viens de dire et cette recherche externe, c'est un peu un des problèmes d'une utilisation excessive des anxiolytiques. Parce que justement, les anxiolytiques, leur fonction, c'est d'atténuer la réponse du système sympathique. Quand on a des crises d'angoisse, etc., c'est le sympathique qui s'active, et du coup, on prend un anxiolytique, ça atténue la réponse du corps, en fait. Mais le problème, c'est que ces émotions-là, ces signaux de détresse, ils ont une fonction, ils sont censés nous renseigner sur l'état de nos besoins. Et du coup, si à chaque fois qu'on a des signaux, des émotions, etc., on les anesthésie avec des traitements, le risque après, c'est que justement, on ne sache pas comment vivre avec ces émotions, comment les traiter, comment comprendre ce que ça signifie sur notre état de santé, etc. Et du coup, ça peut aussi faire partie du problème. C'est ce qu'on appelle de l'évitement expérientiel. C'est une manière de justement éteindre l'émotion. Et du coup, ça peut générer des problèmes qui durent sur le long terme. Parce que justement, on éteint le symptôme, alors que le symptôme, il a une fonction. Il est là pour nous alerter sur quelque chose qui a besoin d'être vu, quoi. Il n'a pas fait exprès, mais il a fait une transition incroyable avec la diapo d'après. Du coup, ces symptômes d'évitement, comme les symptômes d'intrusion dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie des critères diagnostiques du trouble du stress post-traumatique. Donc, dans ces symptômes, on a les symptômes d'intrusion. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les flashbacks, les cauchemars, ces morceaux de puzzle qui viennent remonter le souvenir traumatique. Et puis il y a les symptômes d'évitement. On va avoir tendance à éviter les sensations, alors moi j'appelle ça des sensations gâchettes, j'aime bien. C'est les sensations qui ressemblent à un élément de l'événement traumatique qui reste dans la mémoire latente, là. C'est les sensations de, par exemple, le canapé rouge, dès que je vois un tissu rouge, le souvenir revient dans ma tête. Ces sensations gâchettes, on va avoir tendance à les éviter. On va aussi éviter les lieux qui nous rappellent le souvenir. On va éviter, par exemple, le contact aux autres. Et puis, dans les symptômes d'évitement, on a aussi l'amnésie dissociative. Donc, Robin en parlera un peu plus largement tout à l'heure, mais ça fait partie de ces symptômes-là. On a d'autres symptômes qui sont des symptômes dysphoriques. Alors, les symptômes dysphoriques, ça a un impact sur l'humeur, sur la réflexion en règle générale. Ça va être toutes ces croyances un peu erronées qu'on retrouve chez nos patients, du genre j'ai pas le droit à être heureux. Moi, de toute façon, les émotions positives, c'est pas pour moi. J'ai pas le droit, je mérite pas. Et puis, de toute façon, c'est peut-être un peu de ma faute. Non,
c'est pas de leur faute. C'est le symptôme du stress post-traumatique qui emmène des fausses croyances dans le cerveau des traumatisés. Et puis le dernier, ça va être cette surexcitation, cette surréactivité à l'environnement, cette hypersensibilité du système nerveux autonome dont Robin vous parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'irritabilité, il va y avoir peut-être des comportements impulsifs, des comportements autodestructeurs aussi, parfois pour nous faire ressentir des choses autres que l'événement traumatique. Et cette hypervigilance constante qu'on retrouve beaucoup dans la clinique. On a souvent ces personnes-là qui sont tout le temps comme ça, aux aguets, dès qu'il y a une porte qui claque, et ils sursautent tout le temps. Cette hypervigilance, c'est vraiment un des comportements qu'on voit souvent apparaître. Je vous parle du système nerveux autonome aussi parce que justement, si ça me passionne depuis quelques années, c'est parce que j'ai compris à quel point la sécurité, c'est un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Moi, je m'intéresse à la communication non violente, alors du coup, les besoins, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup de base, et je crois qu'on ne prend pas suffisamment la mesure de à quel point la sécurité est un enjeu fondamental. En fait, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de relation humaine possible, pour le dire simplement. Et donc, par rapport au traumatisme, il y a en gros différentes catégories de traumas, différents niveaux d'intensité. Et ça peut être utile d'en dire deux mots, c'est pour ça que j'ai fait une diapo là-dessus. Un stress aigu, c'est entre guillemets un événement qui a été très intense, où j'ai eu très très peur, mais où c'est pas forcément traumatisant pour moi. Par exemple, quand j'avais 9-10 ans, à un moment donné, je revenais de Tours avec mes parents, j'étais à l'arrière de la voiture, et à un moment donné, on s'est fait arrêter par les flics, qui étaient habillés en armure comme des Robocop, avec un fusil à pompe, etc., j'ai vu le fusil à pompe devant moi, près de la fenêtre, et c'était un peu flippant parce que j'ai cru qu'ils allaient nous tirer dessus. Sauf qu'en fait, non, ils cherchaient un mec qui était en délit de fuite, etc., et du coup, ils nous posaient des questions si on avait vu une voiture, etc. Donc c'est un truc qui m'a marqué, je me souviens encore des couleurs, etc., de l'ambiance, il pleuvait, mais j'ai pas été traumatisé, c'était juste impressionnant, quoi. Ça, c'est un stress aigu. Un trauma simple, c'est un événement qui a été traumatisant, mais c'est un événement ponctuel qui est arrivé une fois. Ça peut être un accident de voiture, je me suis battu, ou une agression sexuelle, un chose comme ça, c'est un trauma qui est ponctuel. Le trauma complexe, c'est quelque chose qui est encore plus difficile dans le sens où c'est des traumas qui s'étalent souvent sur une période plus longue, sur des mois, des années. Et en général, les traumas complexes, c'est des traumas qui sont liés aux autres humains, à la relation humaine. Souvent, un trauma complexe, c'est quand des personnes qui sont censées s'occuper de nous, des figures d'attachement, sont en fait ceux qui nous ont fait du mal. C'est des traumas liés à la relation à l'autre, en fait. Et donc, les traumas complexes, souvent, ça va générer, surtout quand c'est des traumas précoces, qui ont eu lieu quand on était jeune, ça va générer la sensation d'être dans un monde désenchanté. Un monde où il n'y a pas de magie. Parce que justement, normalement, la magie, elle repose sur le sentiment de sécurité que j'ai quand je suis dans ma famille. Je crois au Père Noël, je crois à plein de trucs qui donnent un sentiment que mon monde est merveilleux parce que justement, on entretient cette magie. Sauf que quand les personnes qui sont censées s'occuper de nous sont ceux qui nous font du mal, et ben justement, ça vient briser ces rêves, ça vient briser cette sensation de magie. Et ça va générer justement une difficulté à croire, une difficulté à pouvoir faire confiance, parce que les personnes censées être dignes de notre confiance sont ceux qui nous ont parfois maltraités, abusés, etc. Et donc ça fait que, une fois devenus adultes, ces personnes-là auront beaucoup plus de mal à pouvoir se sentir en sécurité avec de nouvelles personnes, à pouvoir créer un lien d'intimité, parce qu'il y aura toujours cette peur de l'intimité. Cette sensation que l'intimité, ça peut être dangereux, parce que parfois, les personnes proches, c'est eux qui nous font du mal. Quand il parle de trauma simple, c'est pas un trauma simple à vivre, c'est juste Non. que les répercussions sont moins grandes si ça a eu lieu une fois que si ça a eu lieu pendant 10 ans. En fait, un trauma simple, effectivement, c'est pas forcément simple à vivre, ça peut être très handicapant, mais en tout cas, on peut le localiser clairement dans le temps. Alors qu'un trauma complexe, ça génère un sentiment diffus de danger permanent, comme si la sécurité était devenue impossible, comme s'il n'y avait plus jamais de sécurité. Et c'est en ça que c'est vachement plus complexe. Mais effectivement, tous ces événements-là peuvent être douloureux et difficiles. J'ai fait aussi une partie sur la question du trouble borderline, le trouble de la personnalité borderline, parce que justement, souvent en psychiatrie, ce que je constate, c'est que les personnes qui ont tendance à être facilement agitées, qui sont souvent dans le sympathique, en fait, on va parfois associer ça à des troubles de la personnalité, parce qu'effectivement, c'est dysfonctionnel, ça va générer une instabilité émotionnelle. Sauf que un truc qu'on remarque quand on travaille avec les personnes borderline, c'est que dans quasiment 100% des cas, ces personnes-là ont eu des abus dans le passé, des traumas, notamment des traumas sexuels. Ça m'est quasiment jamais arrivé en clinique de travailler avec une personne borderline qui n'était pas abusée sexuellement dans son enfance. Et donc en fait,
Aujourd'hui, souvent, on a tendance à dire que c'est assez proche, en fait, le diagnostic de trouble borderline et le stress post-traumatique complexe. Parce que justement, c'est souvent des personnes qui ont des traumas relationnels et qui ont du coup une difficulté à créer des relations stables parce que justement, pour eux, la relation humaine, c'est dangereux, c'est insécurisant, parce qu'ils ont été blessés et meurtris à cet endroit-là. Tout à l'heure, on parlait dans les critères de diagnostic des impacts sur l'excitation et l'activation des comportements, et on parlait de cette impulsion. Et ben en fait, dans les troubles borderline, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec ce sentiment d'insécurité relationnelle dont Robin parle. C'est ça. Quand on est dans le sympathique, en fait, on a besoin d'agir, fuir, agresser, mais on a besoin qu'il se passe quelque chose. Et du coup, on va pas avoir du mal à se détendre, en fait. Et effectivement, les personnes qui ont un trouble borderline, souvent, on va dire qu'ils ont du mal à gérer les émotions négatives. En fait, ça veut surtout dire qu'ils ont du mal à se sentir en sécurité et à réguler leurs émotions. Parce que justement, il y a cette espèce de signal d'alarme qui est dysfonctionnel, qui a été altéré par le trauma, en fait. Et un des mécanismes, je vais en parlerai un peu plus tard, mais un des mécanismes très fréquents chez les personnes qui ont un trouble borderline, c'est le clivage du moi. Ils vont se séparer en deux, etc. Et en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles dissociatifs. Les troubles dissociatifs, c'est des manières pour le cerveau de se protéger quand il vit des situations violentes, des situations douloureuses. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va soit se couper de l'émotion, disjoncter, comme disait Claire, soit, en fait, il va fragmenter le psychisme en plusieurs parties. Et du coup, ça va permettre de cantonner le traumatisme à une partie du psychisme et pas à tout le psychisme. C'est un peu comme si vous imaginez un sous-marin sous l'eau, et il se trouve que ce sous-marin, il vient de se prendre une torpille. Et du coup, en fait, il y a l'eau qui est en train de rentrer dans la pièce, et s'il se passe rien, en fait, bientôt le sous-marin, il va couler parce qu'il va être rempli d'eau. Et donc, dans ces cas-là, ce que le cerveau, il va faire comme mécanisme de défense, c'est qu'il va, en fait, il va verrouiller la pièce, qui va se remplir d'eau, et du coup, les gens dedans vont peut-être mourir noyés, mais le reste du sous-marin va pouvoir rester fonctionnel et rester à flot pour pouvoir continuer à naviguer et remonter à la surface. Et le cerveau humain, c'est pareil, en fait. Quand on est face à une situation de violence à laquelle on ne peut pas échapper, parfois, ce qui va se passer, c'est que, entre guillemets, on va sacrifier une partie de nous qui va, en gros, porter le fardeau du traumatisme et de la violence pour que le reste du système nerveux puisse continuer à vivre et à fonctionner, parce que de toute façon, si on devait rester avec cette émotion-là, on serait tellement envahi qu'on ne pourrait pas fonctionner. On serait, en fait, incapacité dans son fonctionnement. Si je me fais abuser par mes parents quand j'ai 5 ans, et qu'en fait, le lendemain, je dois quand même aller à l'école, et je dois quand même faire comme si de rien n'était devant la maîtresse, et bah du coup, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir continuer à vivre, en fait, je vais enfouir cette partie, et ça va devenir une mémoire traumatique. On peut appeler ça un exilé, une partie de nous qu'on va exiler en arrière-plan pour justement pouvoir continuer à fonctionner. Oui, donc après je parle des différentes conséquences en clinique du psychotrauma sexuel, comment les traumatismes autour de la sexualité peuvent impacter notre fonctionnement et nos comportements. Donc je vais lister quelques exemples comme ça. Premièrement, donc, ce qui va se passer dans les violences sexuelles précoces, c'est qu'il va y avoir un effet d'empreinte, parfois, qui fait que, tout à l'heure, Claire, elle expliquait que dans l'encodage, c'est le cerveau qui fait une sorte de photographie d'un événement, et qui va stocker les différents éléments du souvenir. Les informations visuelles, sensorielles, voilà, tous les sens vont être associés ensemble, et en fait, ça va générer les connexions neuronales. Un souvenir, quelque part, c'est un pattern d'activation de certains neurones ensemble, pour justement créer une image, un souvenir, multisensoriel et synchronisé, quoi. Et du coup, ce qui va se passer dans les abus sexuels précoces, c'est que le cerveau, il va faire des associations. Il va créer des liens entre les différents réseaux de neurones qui vont associer, par exemple, sexualité, violence, différence d'âge. Et cette association d'idées entre elles, ça va générer par la suite un effet d'empreinte, un effet d'ancrage, une empreinte, ce qui fait que, typiquement, par exemple, un enfant qui a été abusé par quelqu'un de beaucoup plus vieux, ça va générer par la suite une tendance à chercher des partenaires beaucoup plus vieux. Parce que du coup, le cerveau, il aura associé la sexualité au fait d'avoir des partenaires plus âgés, en fait. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent générer ce qu'on pourrait appeler des fétichismes, c'est-à-dire une fixation du désir et de la sexualité sur un objet lié au trauma. Ce qui fait que parfois, les personnes se retrouveront, entre guillemets, dépendantes de ce fétiche pour pouvoir accéder à la jouissance sexuelle. Et c'est ça qui va générer un handicap. C'est des personnes qui ne savent pas comment prendre du plaisir autrement qu'en rejoignant des situations qui s'apparentent à ce qu'elles ont vécu de traumatisant. Je connais quelqu'un comme ça qui m'avait raconté, un homme hétéro qui, en fait, dans sa sexualité, a besoin de rejouer des choses qui s'apparentent à des choses qu'il a vécues, qui l'ont traumatisé, parce qu'en fait, l'intention de son cerveau, c'est d'essayer de rejouer la chose, de rejouer la situation traumatique, mais cette fois en ayant davantage de maîtrise et de contrôle, cette fois en pouvant se sentir en sécurité. Le cerveau, en fait, il cherche à se guérir de cette façon-là, en rejouant la scène,
mais pour essayer d'avoir un dénouement qui ne soit pas un dénouement traumatisant, de retrouver une maîtrise, un sentiment de contrôle, quoi. Un autre aspect qui est très peu abordé, que j'ai jamais entendu quasiment nulle part en fait, mais qui me paraît fondamental. En fait, Michel Delonnier a dit carrément que parfois on peut pas traiter les traumas sexuels si on n'aborde pas ce point-là, c'est la question du plaisir. Parce qu'il se trouve qu'en fait, une partie non négligeable des personnes qui vivent des violences sexuelles expérimentent du plaisir pendant l'abus, pendant l'agression en fait. Et là où certaines personnes pourraient avoir le préjugé de penser que le plaisir fait que c'est pas vraiment une agression, que si la personne prend du plaisir, c'est peut-être qu'en fait elle était d'accord, qu'elle était consentante. En fait, c'est une contre-vérité. Parce que ce que disent les victimes, ce que dit la recherche, c'est que le plaisir augmente la gravité des symptômes derrière. Parce que en plus de la situation de violence, il va y avoir en plus la culpabilité qui s'ajoute, il va y avoir la honte, il va y avoir un sentiment que ah bah mon corps m'a trahi, mon corps est intrinsèquement pervers, intrinsèquement sale, et du coup il va y avoir une haine de soi qui va pouvoir se manifester parce que justement le plaisir intervient dans un cadre de violence, un plaisir qui n'est pas consenti en fait. C'est pour ça qu'on parle de plaisir subi. C'est un plaisir qui n'est pas désiré, mais qui est là quand même. Et ça va générer un brouillage des limites parce que normalement le plaisir est pas censé être associé à la violence. Sauf que là, le cerveau il associe dans le souvenir violence plus plaisir plus situation d'abus en fait. Et ça va générer une perturbation de qu'est-ce que c'est qu'une relation normale. Et une difficulté parfois justement à s'autoriser le plaisir parce que ce sera associé à quelque chose d'impur, de pervers, de toxique quoi. Donc ça, c'est des mécanismes psychiques qui ont lieu à court terme, qui ont lieu chez les victimes. Et après, maintenant, on va parler un peu des différents mécanismes qui ont lieu sur le long terme, et à l'échelle individuelle et collective.